Bonjour à tous, dans cette série de vidéos, des longs formats, beaucoup plus longues sur mes réseaux sociaux TikTok et Instagram. Donc aujourd'hui on va s'intéresser au briefing sécurité, briefing départ, briefing sécurité. Donc c'est-à-dire c'est le briefing qu'on fait au point d'attente juste avant de décoller pour se remettre en mémoire, dans la mémoire à très court terme, tous les éléments qui vont venir juste après le décollage, voire au moment du décollage. Alors de manière globale, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce briefing? On va retrouver d'abord tout un descriptif en fait de la trajectoire initiale, des quelques premières actions, notamment première altitude, premier virage, etc. Et ensuite, on va voir en cas de problème, qu'est-ce qu'on fait? Donc c'est-à-dire on va traiter nos pannes avant rotation, pannes après rotation. Voilà. Donc pour introduire le sujet, on va partir sur ça. En description, vous retrouvez un PDF que vous pourrez télécharger, qui est directement sur mon Google Drive. C'est un PDF en fait que j'ai créé pour mes élèves afin d'avoir on va dire une trame standardisée. Et c'est surtout en fait j'ai remarqué que soit ils en mettaient trop, soit ils en mettaient pas assez. Donc j'ai mis selon moi aussi selon ce que j'ai vu dans des livres, etc. Tout ce qui était important, tout ce qui était pertinent dans le briefing. Je vais vous le refaire en entier pour que vous puissiez vous rendre compte de la longueur du brief. Donc, est-ce que tu es prêt pour le brief? Briefing sécurité. Aujourd'hui, décollage piste 07 gauche, QFU 0,70, rotation 50 nœuds initialement 70, montée initiale 80. Ce sera premier virage à droite et on monte jusqu'à 1500 pieds. Pas d'action avant 840 pieds. En cas de panne avant rotation, j'annonce stop, je réduis complètement la puissance, je maintiens l'axe de piste en freinant, je m'arrête et je traite la panne. Au besoin, je préviens la tour. En cas de panne mineure après rotation, si j'ai encore de la piste, je sors tous les volets, je me pose, sinon tour de piste adapté. En cas de panne majeure, je rends la main pour 60 nœuds, s'il reste de la piste, je sors tous les volets, je me pose, sinon secteur gauche-droite plus ou moins 30 degrés dans un champ avant impact, je déverrouille la verrière et les portes. Est-ce que tu as des questions? Oui, non, briefing sécurité terminé. Là, le briefing, il dure 40 secondes. Donc, on va commencer. Donc, brief sécurité, trame V1. Donc, comme je le dis en préambule, les phrases en bleu sont là pour expliquer quel est le but de chaque partie du briefing. Et bien évidemment, comme ce briefing, c'est une trame, c'est à adapter en fait à chaque jour, à chaque contexte différent. Donc, moi, il y a un truc que j'aime bien que mes élèves me disent, c'est est-ce que tu es prêt pour le brief? Donc, que ce soit un briefing au taxi, un briefing arrivé, etc. C'est toujours bien parce que, voilà, je suis toujours attentif en vol. Les instructeurs de manière générale sont attentifs, mais au moins comme ça, c'est une couche en plus pour s'assurer qu'on est bien là. Parce que on a beau être attentif, on peut être en train d'écouter la radio, on peut être en train de penser à autre chose, de noter un exercice, ce genre de choses. Donc l'idée, c'est de s'assurer qu'en tant qu'élève, on va pas faire un briefing dans le vide. Donc hop, on capte l'attention de l'instructeur. Est-ce que tu es prêt pour le brief? Donc comme je dis, c'est s'assurer que l'instructeur ou l'autre pilote est à l'écoute. Voilà, j'ai dit l'instructeur, c'est en fait, on est à deux, on est dans un cadre de multi-équipage, on est quand même à deux, instructeur-élève, élève-instructeur. Donc l'idée, c'est quand même de s'assurer que tout le monde est bien dans la boucle. L'idée, c'est on ouvre un livre, on ferme un livre. Donc que ce soit une checklist, un briefing, voilà, on annonce briefing sécurité, comme ça au moins on sait ce qui va suivre. Comme ça, encore une fois, c'est toujours dans la philosophie de si on n'est plus trop dans la boucle, au moins tac, on a un petit élément qui tout de suite nous dit qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'on va faire. Donc premièrement, on commence par la piste. Aujourd'hui, décollage piste, par exemple, on va imaginer une chose toute bête, on part à Toussus-le-Noble, on va faire un départ en 0,7. Donc vous avez la carte VAC juste à côté de moi avec le départ en violet. Aujourd'hui, décollage piste 0,7 gauche, QFU 0,70. Donc pour le petit rappel, le QFU, c'est l'orientation magnétique de la piste. En gros, vous êtes aligné parfaitement avec l'axe de la piste, vous prenez une boussole, vous prenez un compas et c'est la valeur que vous devez lire. À quoi ça sert de se le remémorer? Ça sert à vérifier une dernière fois si nos instruments fonctionnent. Si par exemple notre compas, on est sur une piste 0,7, nous indique 100 ou on va dire 0,30, il faut se poser des questions. Il y a peut-être un problème au niveau de nos instruments. Si on doit faire une navigation et qu'on doit se fier à ces instruments, peut-être qu'on va pas partir. Ensuite, on parle des 3 vitesses. Rotation 50 nœuds, initialement 70 nœuds, montée normale 80 nœuds. Voilà, donc là l'idée c'est on se remémore les 3 vitesses. Donc souvent sur les avions il n'y en a que 2, rotation, montée. Sur des avions typiquement un Cessna 172, etc. Une fois qu'on a rentré les volets, on peut se permettre d'accélérer un petit peu, même pour faire des montées en croisière, c'est pas mal aussi. On vient de parler de la piste, on vient de parler des vitesses, maintenant on va parler des trajectoires horizontales. Donc là on va parler du premier virage et l'altitude à laquelle on va monter. Premier virage gauche-droite, donc en l'occurrence nous départ 0,7 gauche, ce sera donc premier virage à droite et on va monter jusqu'à 1500 pieds, donc notre altitude de la trajectoire de départ. Techniquement, si vous n'avez rien qui vous empêche de monter à votre altitude de croisière, montez directement à l'altitude de croisière. Là, je parle de 1500 pieds parce que voilà, on a une altitude à respecter pour le départ. Je pars d'un terrain, typiquement, je pars d'Auxerre ou je pars de Fort-de-France où vous voulez, il n'y a rien qui m'empêche de monter directement. Donc si j'ai prévu de faire une navigation à 6000 pieds, je dis on monte pour 6000 pieds. Justement, 6000 pieds, on va pas y être en 2 secondes, donc il y a une autre altitude qui est encore plus importante
importante celle-ci, c'est l'altitude de sécurité. Donc moi j'aime bien dire pas d'action avant, en l'occurrence Toussus c'est à 540 pieds, on prend 300 pieds au-dessus, donc 840 pieds. D'altitude j'entends bien. Ça sert à quoi l'altitude de sécurité? En fait c'est une altitude sous laquelle on n'est pas en sécurité, c'est dans le terme. C'est-à-dire on est trop bas pour s'amuser à traiter des choses dans son avion que de monter. L'idée c'est tant qu'on est sous l'altitude de sécurité, personne ne parle, on monte dans l'axe ou on suit la trajectoire, mais on fait que de monter. On s'amuse à rien faire d'autre, on touche pas à la configuration, etc. Sauf bien sûr, s'il y a des trajectoires imposées, on peut quand même faire des petites variations de cap. Donc l'altitude de sécurité, 300 pieds au-dessus du terrain. Ensuite, donc là on a parlé de la trajectoire, donc on décolle, on monte dans l'axe, premier virage à droite, on s'arrête à 1500 pieds. Là en fait on a purement décrit la trajectoire pour bien se remémorer parce que parfois on est dans le rush du départ et on bug, on se dit attends, virage gauche, virage droite, non, comme on vient de le briefer, tac, c'est clair, c'est net. Ensuite on passe à la partie croustillante, les pannes. Donc les pannes c'est tout le temps les mêmes, hein. On répète tout le temps les mêmes choses, surtout si on est tout le temps sur le même avion, ça restera tout le temps les mêmes vitesses. Pourquoi c'est important de se remémorer ce briefing, notamment au niveau des pannes? Parce que quand ça arrive, il faut que ce soit du tac au tac. Alors ce que je vous invite à faire en tant qu'élève au début, c'est de l'apprendre par cœur ce briefing. Alors moi c'est une trame que je vous propose aujourd'hui, vous pouvez toujours l'arranger un peu à votre sauce. L'idée c'est que les éléments principaux y soient. Vous pouvez en rajouter un petit peu, vous pouvez en enlever un petit peu, mais donc voilà, l'idée c'est de se remémorer toutes les pannes pour si ça arrive, tac, on sait tout de suite quoi faire. Donc en cas de panne avant rotation, j'annonce stop, je réduis complètement la puissance, je maintiens l'axe de piste en freinant, je m'arrête et je traite la panne. Alors pourquoi j'ai autant détaillé cette phrase? Parce que j'ai remarqué que les élèves, quand je leur faisais l'exercice, eux ils me briefaient, et j'arrête le décollage, on rentre au parking. Ok, bon, l'idée globale est là, c'est on décolle pas et on rentre au parking si on peut. Je leur ai dit, mais vous avez un feu moteur, vous faites quoi? Ah non, déjà on va traiter son avion parce qu'on va pas rentrer au parking avec un moteur en feu. L'idée, la philosophie, c'est j'ai une panne avant rotation, j'ai un feu, j'ai une alarme, ce que vous voulez. Donc l'idée c'est j'annonce stop. Pourquoi j'annonce stop? C'est pas la radio que j'annonce stop. En fait, c'est pour dire à l'instructeur ou à l'élève, on arrête le décollage. Donc moi, si je vois une vraie panne en tant qu'instructeur que l'élève voit pas, je dis stop comme ça. Je dis stop, j'ai les commandes. Ça, l'élève lâche tout. Si vous êtes élève ou que c'est un cas d'exercice ou quoi, vous dites stop. Vous annoncez que vous allez faire un arrêt décollage. Comme ça, le mot juste stop permet d'identifier ce qu'on va faire. Je réduis complètement la puissance, je réduis complètement les gaz. Je maintiens l'axe de piste tout en freinant. Alors certes, l'idée c'est de ralentir, mais l'idée c'est surtout d'éviter de sortir de la piste. Ce serait bête de s'arrêter en sécurité en dehors de la piste. Donc l'idée c'est on maintient l'axe. Une fois qu'on est sûr de maintenir l'axe, notamment sur le cas du bimoteur, on sait très bien que si on a une panne avant rotation, on peut très vite partir d'un côté ou de l'autre. Donc l'idée c'est on maintient l'axe le plus possible parallèle, si possible revenir dessus et on gère la vitesse, on freine tranquillement. Pareil, on va pas exploser des pneus, ça sert à rien. Et ensuite, je m'arrête. Quand vous avez une panne réelle, j'ai envie de dire les autres trafics, on s'en fiche un petit peu. Gérez votre avion, gérez-vous, la sécurité en premier. S'il y a d'autres avions qui arrivent derrière, ils feront des remises de gaz, c'est pas grave, c'est fait pour. Traitez votre avion, on voit ce qui s'est passé, on réfléchit, en 2 secondes, on voit tout de suite si on peut continuer pour évacuer la piste ou s'il faut rester sur place ou quoi. Notamment, un truc tout bête, vous avez un problème de direction. N'allez pas essayer de quitter la piste si c'est pour finir en sortie de piste. Voilà l'idée. Je m'arrête, je traite la panne. Donc ça, c'est le traitement de panne. Donc prenez le pire exemple, c'est le feu. Vous mettez tout sur off et au besoin, bien sûr, vous évacuez. Il y a un truc que, pareil, j'ai tendance à dire à l'oral, mais que j'ai pas marqué dans le brief, c'est que bien sûr, on prévient la tour. Si c'est en auto-info, on prévient les autres qu'on fait un arrêt décollage. Si c'est un contrôlé, on prévient qu'on fait un arrêt décollage également, parce que sinon tout le monde va paniquer pour rien. Encore une fois, la communication en dernier. C'est on pilote, on navigue, on communique. On gère la trajectoire, on traite son avion et seulement une fois que tout ça est fait, on peut parler à la tour, on peut parler aux autres. Ensuite, en cas de panne mineure après rotation, si j'ai encore de la piste, je sors tous les volets et je me pose, sinon tour de piste adapté. Alors j'avais fait ce brief sécurité quand j'étais instructeur à Fort-de-France. Donc la piste fait 3000 mètres, donc autant vous dire que quand on décolle en 300 mètres, on avait encore largement de la piste devant nous. Encore une fois, en fonction des performances de l'avion, ça peut être une bonne idée, une mauvaise idée. Si vous avez une piste d'1 km, que vous décollez en 200 mètres, que vous êtes suffisamment bas pour refaire de la piste, parce que vous allez poser aussi en 200 mètres, encore une fois, c'est du cas par cas. Si vous jugez que vous n'avez plus assez de piste ou que y a carrément plus de piste, là c'est tour de piste adapté. On vient se reposer. Encore une fois, l'idée, c'est une panne mineure, ça va être quoi? Ça va être une température qui va commencer à anormalement être élevée, ça va être, on va dire, un bruit suspect, ce genre de choses. Dans le cas où, en fait, l'avion vole, mais ce serait un peu bête de continuer le vol parce qu'on ne sait pas trop ce qui va se passer ou quoi. On va pas s'amuser à faire une navigation avec des températures qui augmentent, avec des pressions qui baissent. Moi, je différencie vraiment la panne majeure de la panne mineure par, en fait, est-ce que l'avion peut voler? Est-ce que l'avion peut maintenir le palier? À partir du moment où l'avion peut maintenir le palier, c'est une panne mineure. Si l'avion ne peut plus maintenir le palier, c'est une panne majeure.
majeure. Donc typiquement c'est la panne moteur. Après on peut avoir des pannes majeures très majeures, j'ai envie de dire. Panne moteur, au pire on n'a plus de moteur en pause. La panne majeure c'est la plus critique, j'ai envie de dire, encore une fois c'est le feu quoi, parce que on n'a plus de moteur et en plus il faut traiter quelque chose en plus. Encore une fois c'est très rare bien évidemment, mais il faut quand même y être préparé. Ensuite, en cas de panne majeure, je rends la main pour tatata de nœuds. En fait, le X nœud, c'est la vitesse de planer, la vitesse de finesse max. Si le reste de la piste, je sors tous les volets, je me pose. Sinon, secteur gauche-droite, dans un champ, avant impact, je déverrouillerai la verrière, les portes. L'idée, c'est quoi? Donc, comme je le marque en bleu, le facteur le plus important, c'est la vitesse. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui va déterminer que vous allez vous poser en toute sécurité? C'est la vitesse. Ce qu'on voit souvent, c'est en fait, on n'a plus de moteur, mais on n'a pas envie d'aller chercher le sol. Parce que c'est contre-intuitif de dire qu'il nous sauve, c'est d'aller chercher la planète. C'est un de mes anciens instructeurs qui disait ça. Ce qui va te sauver, c'est d'aller chercher la planète, c'est de viser la planète. C'est contre-intuitif, mais c'est ça, parce qu'on n'a plus de moteur. Il n'y a plus aucune énergie, si ce n'est l'énergie potentielle déjà accumulée. Donc je rappelle, l'énergie cinétique, c'est la vitesse, l'énergie potentielle, c'est avec la hauteur, l'altitude. Donc nous, on n'a plus beaucoup d'énergie cinétique, mais on a plein d'énergie potentielle. Donc là, on pousse, on fait une conversion d'énergie pour maintenir une vitesse constante, une vitesse de planer. C'est la vitesse qui va nous permettre d'aller le plus loin possible. C'est pas celle qui nous permet de rester le plus longtemps en l'air, mais celle qui nous permet d'aller le plus loin possible. Donc c'est intéressant, parce que si on a un obstacle à passer ou quoi, au moins on peut planer. Toujours intéressant d'aller plus loin que de se limiter à un petit rayon autour de l'avion. 30 degrés de part et d'autre, le demi-tour. Ça, c'est une grande question. Je vous inviterai d'ailleurs à en débattre dans les commentaires. J'ai fait des expériences, j'ai regardé des articles, on en a débattu justement pendant mon stage d'instructeur. Le demi-tour, c'est pas la solution d'avenir quand on est bas, ça, on est d'accord là-dessus. Encore une fois, après, maintenant, c'est de déterminer une altitude, une hauteur, on va plus parler de hauteur dans ce cas-là, une hauteur à laquelle c'est intéressant, ça peut être intéressant et surtout pas dangereux de tenter le demi-tour. Donc, je l'ai tenté, moi, quand j'étais instru à Fort-de-France, parce qu'il y avait de l'espace, il y avait tout ce qu'il fallait. Je l'ai tenté à 400 pieds, ça passait tout juste. Au-dessus de 500 pieds, ça le faisait bien. Bon, après, encore une fois, ça dépend de la machine. Là, c'était des avions très légers. On était à la limite de l'ULM avec des max 600 kg au décollage. Je pense un Cessna 172, vu la finesse qu'il a, je pense qu'il lui faut un petit peu plus de hauteur pour faire ce demi-tour. Enfin, plus que demi-tour parce que c'est une trajectoire bien particulière. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo si ça vous intéresse. Mais sachez quand même que ce demi-tour s'appelle le demi-tour de la mort. Parce qu'en général, on voit le sol arriver, donc on tire et on finit par décrocher. Justement, je rebondis là-dessus pour dire que le décrochage, c'est le risque majeur quand on est en panne moteur, parce que comme on veut pas aller chercher la planète, comme on veut pas aller chercher le sol, on cabre, la vitesse dégringole, et au bout d'un moment, on arrive au décrochage. Vaut mieux finir au sol en gérant sa vitesse jusqu'au bout, c'est largement possible. Vous savez, il y a des champs qui sont en meilleur état que certaines pistes en herbe qu'on retrouve chez nous, ou ailleurs, bien sûr. Et c'est voilà, on a un champ, on l'identifie, on se dit, on pose là, on juge bien évidemment avec le plané qu'on a, avec le vent, les conditions en temps réel, on réajuste, mais on s'amuse pas à changer toutes les 5 secondes de champ. Si on a un champ qu'on est sûr de le faire, on y va, on est parti. Il y a quelques petits points, un petit point dont j'ai pas parlé. Dans la panne majeure, c'est le côté je déverrouille la verrière ou les portes. En fait, à quoi ça sert? Parce que si on a un impact qui est un peu fort, enfin qui est même très fort, qui viendrait déformer la structure, si on a une verrière qui est sur des rails ou de l'encadrement de porte qui viendrait être tordu, mais en fait on pourrait se retrouver enfermé dans la cellule. Donc l'idée c'est on déverrouille, comme ça au moins déjà ça évite que des crochets viennent se tordre ou quoi. Si c'est déverrouillé, après il n'y a plus qu'à donner un grand coup ou de toutes ses forces l'enlever, parce que encore une fois, si on est au sol en sécurité mais l'avion prend feu ou quoi, ce serait dommage en sécurité au sol de se retrouver bloqué dans la cellule de l'avion. Et je termine par as-tu des questions? Donc l'élève termine par as-tu des questions, parce que s'il y a un point qui n'a pas été clair ou qui a oublié d'être décrit, au moins comme ça permet de rajouter une petite couche. Si on n'a pas parlé de ça, on va en parler à ce moment-là. Et on termine, on clôture, on ferme le livre par briefing sécurité terminé. Ça, c'est une phrase que j'aime bien répéter à tous mes élèves, c'est pour conclure, on briefe ce que l'on va faire et on fait ce que l'on a briefé. Voilà, on s'embête à faire un briefing sécurité pendant 30 secondes. L'idée, c'est de se tenir à ce qu'on a dit. Et j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Donc, j'ai essayé de décrire un peu tout ce que je voyais là. Si selon vous, il y a des petites modifications à apporter, je suis toujours preneur, bien évidemment. N'hésitez pas d'ailleurs à me raconter un peu vos différentes expériences par rapport à ces briefs sécurité. Si vous avez pu en mettre en réalité, en situation réelle, en action, c'est pour ça qu'on brief aussi. C'est pour être prêt à parer des situations réelles, en dehors du cadre de la formation, bien évidemment. Sur ce, je vous invite à vous abonner, laissez-moi l'ensemble de vos petites idées de prochaines vidéos en commentaire, c'est toujours intéressant pour moi. Et on se dit à la prochaine. Allez, à plus!